Donc maintenant, nous allons passer à la partie un peu historique du Cameroun. Il faut savoir que vers la fin du 15e siècle, si je ne me trompe pas, en 1472, les Portugais arrivent vers ce qu'on appelle aujourd'hui le Cameroun, vers le fleuve du Vouri. Et comme ils trouvent des crevettes, ils trouvent énormément de crevettes sur place, ils vont nommer le pays Rio dos Camarões, qui signifie rivière de crevettes. Donc c'est un peu le premier nom que le Cameroun avait, Rio dos Camarões. Par la suite, maintenant, 3 siècles, un peu plus de 3 siècles après, 4 siècles après, en 1884 jusqu'en 1885, il y a ce qu'on appelle la conférence coloniale à Berlin, dont les pays européens se rencontrent à Berlin et ils sont en train de débattre quel pays va être la colonie de qui. Donc, vous avez la Belgique, vous avez la France, vous avez les Portugais, vous avez les Allemands. Les Allemands vont donc, après cette conférence, avoir plusieurs colonies, notamment la Tanzanie, le Togo, la Namibie, mais aussi le Cameroun. Donc, Rio dos Camarões deviendra le Cameroun avec un K. Donc, le Cameroun, et bon, les intellectuels vous diront que non, le Cameroun, c'était pas une colonie allemande, était plutôt placé sous protectorat allemand. Donc, maintenant, à partir de 1885, et il faut aussi savoir que les chefs douala de l'époque avaient signé des traités avec les délégués allemands pour soi-disant perdre ou bien donner leur souveraineté en faveur du protectorat allemand. Donc, suite à ça, les Allemands sont présents au Cameroun. Donc, pendant tout ce temps, le Cameroun perd sa souveraineté, ce qui s'explique par ce protectorat. Il faut aussi savoir qu'il y a eu bien sûr des résistants. Ce n'est pas tout le monde qui accepte de perdre sa souveraineté ou bien de se faire dominer ou bien la présence des Allemands parce que colonisation, protectorat, ça veut dire que vous perdez aussi une partie de votre culture. Il y avait des résistants, d'une part Rudolf Mangabel et d'autre part Mbenga Ebono. Et ce sont deux personnages qui sont nés au Cameroun et qui, pendant la présence allemande, sont partis étudier en Allemagne. Puisque les Allemands voulaient avoir des intermédiaires, donc des personnes qui ont la capacité de jouer le relais entre le peuple autochtone et les Allemands. Donc, c'était un peu le rôle qu'on voulait donner aux gens comme Mbenga et Rudolf Mangabel. Mais lorsque maintenant les deux protagonistes rentrent au pays, ils ne servent pas les intérêts des Allemands comme prévu. Ils commencent plutôt à se retourner contre la présence des Allemands parce qu'ils se rendent compte que, mais, comment? On ne profite presque pas de ce protectorat. Au contraire, on est en train de piller nos sols. On est en train de plus perdre que gagner. Donc maintenant, les Rudolf Mangabel, les Mbenga et Bono vont essayer de réunir les autres chefs au Cameroun et les pousser à aller à l'encontre de cette présence allemande. Donc les deux connaîtront le même sort, ils seront exécutés, ils seront tués à cause de cette rébellion qu'ils ont déclenchée. D'ailleurs, Rudolf Mangabel à Douala a même une statue qui lui rend hommage et c'est l'un des plus grands résistants dans l'histoire du Cameroun. Donc, il était vraiment opposé à cette présence allemande, à cette domination allemande. D'ailleurs, il y a aussi un homme qu'on appelle Martin Djibobé, qui lui aussi est un Camerounais qui a étudié en Allemagne, mais qui lui, contrairement aux deux autres, voulait rentrer au Cameroun, mais quand il voulait rentrer, la France, l'Allemagne n'était plus placée sous protectorat du Cameroun. Non, c'était maintenant la France et la Grande-Bretagne. Et oui, parce que suite à la Première Guerre mondiale, le Cameroun n'est plus sous protectorat allemand, mais sous protectorat maintenant français et britannique. Donc maintenant, Martin Djibobé, qui lui, il vivait en Allemagne, et d'ailleurs, il faut savoir que Martin Djibobé, il faisait les allers-retours au Cameroun. Et il voyait que on maltraite ses frères et sœurs. Donc, il y a quelqu'un qui a même enclenché une pétition qui demandait non pas à stopper la présence allemande au Cameroun, mais un meilleur traitement. Donc, il n'était pas vraiment anticolonialiste comme certains historiens vont le dire. Non, lui il voulait simplement que les Allemands se comportent de manière adéquate aux Camerounais. Parce que lui, il vivait en Allemagne. Mais quand il voulait rentrer au Cameroun et s'installer, les Français sont là, les Britanniques sont là, et on le trouve un peu trop pro-allemand. Donc, on lui dit que non, toi, tu n'entres pas ici. Donc, il sera obligé d'aller au Libéria. D'ailleurs, il mourra au Libéria. Donc, comme je disais, suite à la Première Guerre mondiale, l'Allemagne perd dans ses colonies. Et en ce qui concerne pour le Cameroun est divisé en deux parties. Vous avez
les Britanniques et les Français qui obtiendront la partie orientale et les Britanniques qui obtiendront la partie occidentale, qui est un cinquième du pays. Donc, les Français ont eu 4/5 du pays, alors que les Britanniques ont eu un cinquième du pays. Et c'est comme ça que maintenant, c'est le traité de Versailles qui a été ratifié en 1919 qui va décider de tout ça. Donc, les Français sont là, les Britanniques sont là, on essaie un peu de diaboliser l'Allemagne, on essaie un peu de dire que oh, sous notre présence, tout va aller mieux, tout va mieux se passer, mais comme vous connaissez la colonisation, c'est toujours la même chose, un travail forcé, exploitation, des résistances abattues, tout ça. D'ailleurs, quand vous regardez la manière dont on recrutait les hommes, on forçait les hommes, on partait dans les villages, pas seulement la Deuxième Guerre mondiale, mais même avant, pendant la colonisation française, les Français partaient dans les villages, on côtoyait le chef du village, on lui disait que bon, amène-nous tes meilleurs hommes et ils vont travailler les plantations. Et pendant qu'ils travaillaient les plantations, les colons fixaient un taux de quota qu'il fallait atteindre, un quota de production, pardon, qu'il fallait atteindre. Donc, et si maintenant les hommes camerounais n'atteignaient pas ce quota, pour les punir, on capturait les femmes et on les enfermait jusqu'à ce que les hommes camerounais aient atteint le quota qui a été fixé par les colons français. Donc maintenant, la vraie période qui va tout chambouler, qui va tout déclencher, ce sera la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, il faut savoir que beaucoup d'Africains, ce qu'on appelle aujourd'hui tirailleurs sénégalais, d'ailleurs le mot tirailleur, c'est un peu pour dénigrer, pour un peu dire que les Africains, ce n'est pas vraiment des soldats, ils ne savent pas vraiment manier les armes. Donc on a utilisé ce mot tirailleur. Il y a beaucoup de mots comme ça qu'on utilise pour dénigrer les Africains et que nous reprenons parce que nous ne lisons pas assez. Donc tirailleurs sénégalais, ce n'était pas seulement des soldats sénégalais, c'était des soldats de toute l'Afrique, donc qui étaient sous colonie ou bien sous protectorat ou bien sous tutelle, comme disent les plus intellectuels entre nous, françaises. Tous les soldats des pays africains qui ont donc lutté, qui ont donc libéré la France du soi-disant nazisme. Et quand maintenant les Africains rentrent dans leur pays, ils veulent l'indépendance. Parce qu'ils voient que, mais l'Europe qui se dit qu'on est, ou bien la France qui se dit qu'on est supérieur, on est trop fort, ils n'arrivent même pas à se libérer seuls. La France qui se dit tellement forte, elle-même, qui est en train d'occuper certains territoires, refuse l'occupation allemande. Donc, il y a là, dans certains pays africains, notamment aussi au Cameroun, comme on le verra par la suite avec l'exemple de l'UPC, il y a l'envie chez les Camerounais maintenant d'avoir l'indépendance. Donc, les Africains voient, pendant que De Gaulle se cachait à Londres, les Africains étaient sous le front, parce qu'il faut savoir que plus de la moitié des soldats qui ont libéré la France pendant sa Seconde Guerre mondiale, c'était des Africains. Donc, par la suite, maintenant, l'indépendance. Et il faut savoir qu'en même temps, après la Seconde Guerre mondiale, les pays asiatiques commençaient petit à petit à acquérir leur indépendance. Et le monde est petit, tout se sait. Donc maintenant, au Cameroun, en 1948, le parti qu'on appelle l'UPC se crée. Donc, notamment, vous avez les Robert Oumniobé, les Félix Moumié, les Ernest Ouandji. L'UPC, l'Union des peuples camerounais, donc qui est le premier parti camerounais, vraiment 100% camerounais, qui demande l'indépendance, la souveraineté populaire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il ne demande pas seulement l'indépendance, il demande aussi la réunification du pays. Parce que comme je l'ai dit, le Cameroun était divisé en deux parties. Vous aviez le côté britannique et vous avez le côté qu'on appelle aujourd'hui francophone. Donc, il demande, et Ruben Oumnoubé disait toujours, pas d'indépendance sans réunification. Le Ruben Oumnoubé, c'est vraiment cette figure, pas la seule, mais c'est la figure la plus emblématique quand on parle de lutte pour l'indépendance, de lutte pour la souveraineté. Donc, et les Français, bon, ils commencent à comprendre que si on ne fait pas attention, là, les révolutions, les révoltes, là, vont prendre une ampleur. Peut-être on va perdre l'équilibre, on ne va pas pouvoir dominer, contrôler vraiment. Donc, et le but de la France n'était bien sûr, évidemment, ou de la politique française, ce n'était pas de donner l'indépendance à ces pays, c'est de partir pour mieux rester. D'ailleurs, il y a un livre qui l'explique très bien, le livre Cameroun, que je vous conseille, qui rentre vraiment dans les détails. Mais bon, pour ça, c'est vraiment pour ceux qui ont envie de lire et qui ont envie d'apprendre plus sur cette période. La France, voyant que l'UPC, parce que l'UPC, non seulement c'est un parti politique qui demande l'indépendance,
D'ailleurs, Robert Umnobé, la figure emblématique de ce parti en 1952, va même jusqu'à aller à l'ONU. L'ONU, dans laquelle il demande l'indépendance du Cameroun, il demande la réunification du Cameroun. Et il avait compris, c'est là où on dit vraiment que Robert Mugabe, c'est vraiment l'un des hommes les plus révolutionnaires du XXe siècle, parce qu'il avait compris qu'il fallait trouver des alliés stratégiques dans le monde pour pousser la cause camerounaise à une ampleur plus grande. Donc il va à l'ONU, il explique, il parle, il tient son discours, l'un des meilleurs discours, si ce n'est le meilleur discours du XXe siècle, où il demande l'indépendance à tout prix. Dans la France politique se constate que, mais si on ne fait pas attention, là, le parti, s'il va contaminer la plupart des Camerounais, le Cameroun va peut-être avoir sa vraie indépendance. Donc, en 1955, maintenant, l'UPC est interdit, dissous. Donc, l'UPC va devoir entrer en clandestinité. Mais ce n'est pas tout. C'est là où maintenant commence la guerre du Cameroun, ce qu'on appelle la guerre, le massacre, le génocide du Cameroun, qui est le pire crime de l'humanité qui a existé durant ce XXe siècle. Vous devez vous imaginer que tous les hommes qui étaient suspectés, ou les femmes qui étaient suspectées d'être membres de l'UPC, furent massacrés, assassinés. Il y a eu des bombardements aériens, il y a eu des villages qu'on a complètement rasés. On parle d'ailleurs souvent du génocide Bamileke, mais ce n'était pas seulement les Bamileke, il y avait aussi les Bassa, puisque dans le littoral, il y a aussi eu des massacres. Mais vous devez vraiment vous imaginer qu'il y a vraiment eu un acharnement. Et l'UPC, on peut dire malheureusement, n'était pas armé, puisque eux, ils voulaient acquérir l'indépendance par l'intellectuel, par le discours. Ils n'étaient pas du tout préparés au fait que les Français puissent se lever un matin et faire la guerre au Cameroun, comme ils l'ont fait un peu en Algérie ou ils l'ont fait en Indochine. Et l'un des grands drames du Cameroun, c'est que c'est une guerre que la France a aussi gagnée par les médias, puisque ça devait rester une guerre secrète. Donc là où, par exemple, vous allez voir en Algérie, la population française a commencé à se diviser en deux parties. Il y avait ceux qui disaient non à la colonisation et il y a ceux qui disaient que non, la France doit rester en Algérie. Le Cameroun n'a pas eu ça. Donc la guerre d'Algérie, certains historiens vous diront même que la guerre d'Algérie a véritablement caché la guerre du Cameroun. Donc il y a eu ces massacres, il y a eu d'ailleurs des têtes qui ont été coupées, qui ont été exposées sur la route, juste pour influencer, pour faire peur, pour effrayer la population camerounaise, pour dire que voilà ce qui vous arrive si vous suivez le chemin des révolutionnaires, si vous suivez le chemin des indépendantistes, des nationalistes, des patriotes, des Robert Umnobé. Et d'ailleurs, 3 ans après, Robert Umnobé, 1958, 13 septembre, il sera tué, il sera assassiné et son corps sera placé en public. En public, pourquoi? Parce qu'il fallait effrayer, faire peur aux Camerounais. D'ailleurs, il y a eu des camps, il y a eu des camps qui ont été construits où on rassemblait les Camerounais et on faisait ce qu'on appelle la propagande. Donc, les Français, puisque l'un des objectifs de la colonisation, c'était aussi de transformer les Africains en Français qui devaient défendre non pas les intérêts de l'Afrique, mais les intérêts de la France. Donc, et ces camps de concentration avaient véritablement ce rôle d'endoctriner les peuples autochtones, de les formater, de les mater. Et il faut aussi le dire que l'armée camerounaise a été grandement formée, matée par l'armée française, par les terroristes français, pour justement mater, non pas protéger ou défendre les intérêts de la nation, non, mais mater la révolution, pour chasser les nationalistes, pour chasser les indépendantistes, dont les gens comme Ernest Wanji, les gens comme Félix Momier, les gens comme Robert Umnobé. Donc c'était un peu ça l'objectif. Donc, c'était vraiment un massacre terrible qui a vraiment causé des morts. Vraiment, on n'a pas vraiment les chiffres. D'ailleurs, il y a aussi Mongo Bechi qui a écrit même pas sur le Cameroun. Lui, vraiment, à l'époque où il a sorti le livre, il n'avait pas de chance parce que c'était à une époque où la guerre devait rester secrète. Donc, on lui a dit que tu es bien gentil, mais ces exemplaires ont été saisis et brûlés pour empêcher que le savoir se diffuse. Parce que vous allez constater, quand vous regardez vraiment l'Algérie, l'une des grandes chances que le FLN, que l'Algérie a eu, c'est que la guerre de l'Algérie est devenue mondialement, internationalement publique. Un peu comme l'Indochine. Et le monde a eu la possibilité vraiment de trancher. Le Cameroun, c'est resté secret. Donc, l'objectif de Robert Umnobé, c'est là où je dis vraiment qu'il était un visionnaire, qu'il fait vraiment partie, qu'il est assis à la table de Kwame Nkrumah, qu'il est assis à la table de Patrice Lumumba, parce que lui, il cherchait, certes, les alliés en Afrique, mais il cherchait aussi à
sensibiliser le monde international sur ce qui se passe au Cameroun, parce qu'on vit dans un monde où il faut les alliances. Donc maintenant, en 1960, le Cameroun, sous administration française, recevra son indépendance. Un an après, le Cameroun, sous administration anglaise ou britannique, recevra son indépendance, donc en 1961. Donc maintenant, il est question de comment on va continuer, puisqu'il y a deux Camerouns. Il y a le Cameroun qu'on dit britannique et il y a le Cameroun qu'on dit francophone. Donc comment on va continuer? Et d'ailleurs, le premier président du Cameroun sera Amadou Ahidjo en 1960. Donc maintenant, il va vraiment avoir le débat. Donc, quelle sera la suite? Le Cameroun britannique est divisé en deux parties. Il y a ce qu'on appelle le Northern Cameroon et il y a ce qu'on appelle le Southern Cameroon. Et on va organiser des élections. On va demander, vous voulez vous allier au Cameroun ou bien vous voulez vous allier au Nigeria? Le Southern Cameroon va décider de s'allier au Cameroun, alors que le Northern Cameroon va décider de s'allier au Nigeria. Donc, le Cameroun britannique est divisé en deux. Une partie va vers le Nigeria et l'autre partie va maintenant vers le Cameroun. Donc, le Southern Cameroon, par la suite, va organiser ce qu'on appelle le consensus de Bamenda. Donc, le consensus de Bamenda a lieu le 26 jusqu'au 28 juin. Donc, dans laquelle les délégués de Southern Cameroun se réunissent, discutent sur les bases de ce qu'on appelle le fédéralisme. Puisque oui, on veut s'unir avec le Cameroun dit francophone, mais on veut garder notre système qu'on a pris de la colonisation. Et l'un des premiers ministres de l'époque du British Cameroon, c'était John Ngou Foncha. Donc, c'était lui vraiment qui a tenu la conférence qu'on appelle Consensus de Bamenda. Par la suite, maintenant, si je ne m'abuse, le 17 jusqu'au 21 juillet, il y aura ce qu'on appelle les accords de Fumban. Durant les accords de Fumban, Amadou Ahidjo, le premier président du Cameroun, et John Ngou Foncha, le premier ministre du British Cameroon, vont se rencontrer et vont signer des accords. Et la République du Cameroun deviendra maintenant la République fédérale du Cameroun. Et d'ailleurs, quand vous regardez les anciens drapeaux, le Cameroun n'avait pas comme aujourd'hui une seule étoile, mais deux étoiles pour symboliser ce fédéralisme. Donc vous avez d'un côté le British Cameroun avec son propre système, sa propre manière de fonctionner, donc son propre système éducatif, sa propre armée de défense, sa propre police. Donc ils avaient vraiment gardé leur système. Et donc voilà, le fédéralisme était en marche. Maintenant, donc, on est là en 1961. 11 ans après maintenant, en 1972, Ahidjo se lève. Il dit que bon, il va organiser un référendum. Un référendum pour savoir si on continue avec votre fédéralisme ou bien on entre plus dans un truc de réunification. Donc plus de fédéralisme, on entre plus dans un système de centralisation. Un peu comme ce se fait aujourd'hui politiquement en France. C'est le 6 mai. Mais Ahidjo ne fait pas son référendum uniquement dans le British Cameroon. Il étend le référendum dans tout le Cameroun. Pourquoi? Parce que Ahidjo voulait obtenir un oui. Donc, le but d'Amadou Ahidjo, c'était de mettre fin au fédéralisme et de permettre la réunification du Cameroun. Et d'ailleurs, il faut savoir que la France est derrière. Parce que la France, puisque c'était un système fédéral, la France ne pouvait pas voler, exploiter les ressources du British Cameroon, puisque c'était un système plus ou moins autonome. Donc, pour contrarier ce plan, il fallait la réunification. Et on avait trouvé d'ailleurs les réserves de pétrole de Limbe, à Limbe, dans une grande réserve de pétrole. Donc, comme les Français voulaient mettre la main sur ce pétrole et profiter aussi des ressources du British Cameroon, il fallait la réunification du pays. Donc, mettre fin à la République fédérale du Cameroun. Donc, maintenant, il y a un référendum. Et comme vous pouvez vous en douter, le Cameroun n'a plus 2 étoiles, mais a une seule étoile. Pourquoi? Parce que ce n'est plus la République fédérale du Cameroun, c'est la République unie du Cameroun. Donc, on entre maintenant dans un truc un peu plus centralisé. Et ce sera le 20 mai. Le 20 mai qui est d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui la fête nationale du Cameroun. On parle de réunification du Cameroun. On parle de République unie du Cameroun. Donc, fin au fédéralisme, ça veut aussi dire que les anglophones ou bien le British Cameroun perd son autonomie, perd sa souveraineté. En 1972, le 20 mai. 12 ans après, maintenant, en 1984, 2 ans avant, en 1982, Amadou Ahidjo, le premier président, tombe malade. Et puisqu'il ne se voit pas apte à gérer le pays,
Il va donc nommer son premier ministre, Paul Biya, en tant que président du Cameroun. Et 2 ans après, en 1984, Paul Biya va enlever le mot uni, puisque le Cameroun est la République unie du Cameroun. Il va enlever le mot uni et le Cameroun deviendra la République du Cameroun. Voilà un peu pour le côté histoire. Pour comprendre le présent d'un pays, il faut étudier son passé. Pour comprendre l'évolution d'un arbre, il faut étudier ceux qui ont planté les racines. Donc, pour comprendre le Cameroun d'aujourd'hui, il est important de revenir sur son histoire et sur son histoire racontée par des Camerounais pour des Camerounais. Le Cameroun doit faire rêver, le Cameroun est beau, le Cameroun est époustouflant. Et nous qui allons au Cameroun, nous qui sommes nés ici, nous devons mettre en valeur, y compris sur nos réseaux sociaux, nous devons mettre en valeur notre pays. Pour pousser nos frères et sœurs qui sont comme nous nés ici, grandis ici en Beng, les pousser à vouloir aller aussi au Cameroun, à vouloir découvrir leur pays. Le Cameroun doit faire rêver. Les États-Unis nous font rêver, la France nous font rêver. Pourtant, ils ont des ghettos, des SDF, des banlieues qui vous font peur. Mais ça n'empêche pas, par leurs réseaux sociaux, par leur image, ça ne vous empêche pas de vouloir aller là-bas parce qu'ils ont compris qu'il faut avoir le contrôle de son image. Et nous-mêmes, il faut que nous nous réapproprions le contrôle de notre image. Donc, quand vous allez dans votre pays, et ce que je dis pour le Cameroun vaut pour tous les autres pays africains aussi. Non, les Camerounais sont trop forts. J'aime le Cameroun à mort.